Allez, on est parti. Donc, l'exercice 7, on est dans E qui est l'espace des fonctions à carré sommable sur moins pi, pi. On a un produit scalaire assez classique pour ce type d'espace, c'est l'intégrale de moins pi à plus pi de f de x, g de x, dx. Et enfin, on va chercher à approcher une fonction, on cherche à approcher une fonction qui s'appelle f de x, qui vaut simplement x, donc une droite, à 45 degrés. Alors, on a En qui est un sous-espace vectoriel inclus dans N, qui va être engendré par la famille de fonctions libres 1, cosinus x, sinus x, plein de petits points, et on va s'arrêter, c'est une famille donc libre mais finie, à cosinus nx et sinus nx. Donc ça, c'est En. Donc l'idée ici, c'est de calculer la meilleure approximation possible de f dans En. N'hésitez pas, si vous avez des questions, s'il y a des trucs que j'explique mal, vous m'arrêtez. Donc dans En. Voilà. Donc, on va tout simplement faire ce que vous avez déjà fait dans les exercices d'avant. Donc, ma fonction, je l'ai appelée f tilde de n de x, c'est ma fonction approchée, qui est élément donc, de En. Et elle est égale, au sens des moindres carrés, à quelque chose comme A0 fois 1. 1, c'est le premier élément de ma base, plus la somme pour P égale 1 à N de AP cosinus Px plus BP sinus Px. Donc, on a la définition de A0 qui va être le produit scalaire de ma fonction f avec le premier élément de la base. Comme c'est une base qui est orthogonale, alors je ne l'ai pas démontré là, mais elle est orthogonale, vous le savez, vous l'avez déjà vu, c'est la base de Fourier, donc vous l'avez déjà vu au premier semestre. Donc en fait, A0, c'est le produit scalaire de f par 1, mais par contre, elle n'est pas normée. Donc à chaque fois, il va falloir que je divise par la norme au carré. De façon à, parce que le vecteur de la base qui est ici, ou celui qui est là, n'est pas normé. Donc du coup, il faut que je norme à la fois le 1 qui est là, ici, et le 1 qui va être par exemple ici. Donc il faut que je divise non pas par que la norme, mais la norme au carré à chaque fois. OK, donc on y va. Ça, c'est pour calculer mon A0. Et puis, je vais calculer de la même manière les AP et les BP. Donc, le A0, on peut commencer par calculer donc, cette première intégrale. C'est l'intégrale de x fois 1 dx entre moins pi et plus pi, divisé par l'intégrale entre moins pi et plus pi de 1 fois 1, c'est-à-dire 1 dx. Donc, le premier terme ici va me donner une fonction, donc 1 demi de x carré, que j'intègre entre moins a et plus a, donc moins pi et plus pi ici, donc ça va me donner 0. Donc ça, en fait, ça fait 0, si je vous écris les deux dénominateurs, et l'autre, c'est 2pi, en fait. Donc vous allez trouver 2pi. Donc ça fait que A0 est égal à 0. Ensuite, il faut que je calcule maintenant, donc, par exemple, AP. AP, mon coefficient, ça va être le produit scalaire de f par la première fonction de ma base, cosinus Px, divisé par la norme au carré de cette même fonction, cosinus Px par cosinus Px, donc le produit scalaire de cosinus Px par cosinus Px.
Ça va me donner AP. Si je développe ça, vous allez trouver en fait que, alors ça c'est pour P différent de 0, hein, puisque le cas de P égale à 0, je l'ai déjà calculé ici, en fait c'était à 0. Donc pour P différent de 0, vous allez trouver que cette fonction-là, enfin ce AP, il vaut l'intégrale de moins pi à plus pi de x cosinus px dx. Et ce truc-là, si vous faites le calcul, alors moi je l'ai fait avec Wolfram alpha, mais en fait on voit que c'est des fonctions impaires, donc ça va directement donner le résultat, et ça donne 0. Si vous calculez le dénominateur, parce qu'on va peut-être en avoir besoin, c'est donc l'intégrale de moins pi à plus pi de cosinus carré de p de x, de px, pardon, dx, vous allez trouver que ce dénominateur, il vaut pi. Voilà. OK. Et donc, ici, mon AP, quel que soit P différent de 0, je trouve que AP est égal à 0. Donc, à la fin, il va me rester, j'espère, un terme non nul. Ce sont les termes en BP. Donc, BP ici, eh bien, c'est pareil. Je vais calculer donc le produit scalaire de f par sinus p de x divisé par sinus p de x scalaire sinus p de x. Et ça va me faire, alors là-dessous, je vais trouver pi. Si je fais cette intégrale, et ici, j'ai l'intégrale de moins pi à plus pi de x sinus p de x dx. Et ça va me donner, ça va me donner 1 sur pi facteur de la primitive de tout ce bazar-là, c'est sinus p de x moins x p cosinus de x. Non, cosinus px, pardon, excusez-moi. J'ai fait une boulette. Divisé par p carré. Et ça, c'est la primitive que vous devez calculer entre moins pi et plus pi. Alors, il faut développer un petit peu tout ça. Ça fait 1 sur pi, facteur de... Alors, on va mettre le p carré ici en facteur. De moins pi p cosinus moins pi p. Plus, alors, et ensuite, il y a moins pi facteur de p cosinus moins pi par p. Voilà. Et à la fin, ça va vous donner 1 sur pi fois moins de pi, facteur de p, facteur de moins 1 exposant p. Ça, c'est mon cosinus de moins pi p, en fait, qui donne ce résultat-là, divisé par p carré. Donc, une fois que vous avez enlevé les pi de tout ça, hop, les p en trop, il vous reste 2 facteurs de moins 1 exposant p plus 1 sur p. Alors, le p que vous voyez ici, il est devenu un p plus 1 parce que j'ai intégré le signe moins qui était là. D'accord? Voilà, donc ça me donne en fait le seul résultat non nul qui m'intéresse, c'est-à-dire b de p. Du coup, ma fonction fn tilde de x va être égale uniquement à la somme sur p égale 1 à n de 2 facteurs de moins 1 exposant p plus 1 sur p fois le vecteur de ma base qui reste, c'est-à-dire sinus de p de x. Voilà
la fonction complètement approchée. Donc, je vous rappelle que la fonction que j'approche, c'est f de x égale x, donc c'est-à-dire une droite. Je vais vous partager mon écran. Vous voyez ce que ça donne si vous faites le tracé. Voilà, voilà, voilà. Hop là. Partager l'écran. Donc là, j'ai utilisé Maple en fait pour faire tous les calculs. L'avantage de Maple, c'est que vous pouvez le programmer pour définir vos produits scalaires directement. Donc, s'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas. Et voilà, ici, j'ai tracé... c'est bon, vous voyez bien mon écran là? Je pense, ouais. J'ai tracé donc, la fonction approchée avec n qui est égal à 10. Et donc, vous voyez la fonction en bleu ici, qui approche donc au mieux ma fonction f de x égale x, c'est-à-dire une droite qui passe par l'origine et qui est à 45 degrés, qui est en rouge ici. Voilà, donc mon f tilde de là. Alors, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que la fonction est très bien approchée, sauf quand on approche les bornes en fait, du domaine. Par contre, plus on va augmenter n, eh bien, plus la fonction ici va s'approcher très très près d'une droite verticale ici, ma fonction bleue, mon approximation. Ensuite, il va y avoir quasiment une droite ici, et ensuite une droite verticale ici. Donc, on ne peut pas dire que les deux fonctions sont égales, mais on peut dire au sens des intégrales qu'elles sont égales presque partout. Et ça, on va le voir maintenant avec la question petit 2, enfin du petit b, c'est de calculer en fait l'erreur entre la fonction f et la fonction approximée pour un n donné. Donc ça, c'est même l'erreur au carré dn, et on va faire ce calcul-là de façon à pouvoir trouver directement la réponse. Alors, ici, ce qu'on va faire, je ne vais pas faire tout le calcul parce que c'est un petit peu long. Donc, pour faire ce calcul d'erreur, on va faire le produit de f moins f tilde n par la même chose, f moins f tilde n, et ça va bien nous donner l'erreur au carré entre les deux fonctions. Et on va utiliser Pythagore de façon à dire que cette fonction-là, alors, elle est égale en fait à la norme de f au carré plus la norme de f tilde au carré moins 2 fois le produit scalaire de f par f tilde. Donc, si je définis tout ça en fonction de mon produit scalaire, en fonction de l'intégrale, ça me fait l'intégrale de moins pi a plus pi de x moins la somme pour p égale 1. Monsieur, on ne voit pas votre tablette. Ah, pardon. Moi, j'ai un peu oublié de la repartager, excusez-moi. Effectivement, c'est un oubli. Alors, est-ce que ça va mieux là? Oui, c'est bon. Alors, le seul truc que vous allez louper, c'est le dn qui est juste au-dessus. Et ensuite, j'ai développé simplement pour avoir Pythagore. Donc, ici, j'ai la somme pour p égale 1 de ma fonction donc f tilde sur p sinus de p de x. Et là, le tout au carré dx. Donc, il faut que j'arrive à calculer cette intégrale-là. Donc, cette intégrale, en fait, ça, je l'ai appelé cette fonction-là, en fait, c'est f tilde. Donc, ça me fait l'intégrale de moins pi a plus pi de x carré plus mon f tilde, je ne vais pas le remettre parce qu'il est un peu trop long au carré. Voilà, c'est un peu trop long. C'est bon. Non, attends, je fais une bêtise là. Mon f tilde, voilà, au carré. Donc, il faudrait que je l'écrive comme il faut. On va aller le reprendre, il est juste au-dessus. Il est là. Voilà.
mais sauf qu'il est au carré. Et ensuite, moins 2 fois x par la même chose. Deux fois x par tout ça. Voilà, et tout ça, c'est sous mon intégrale. Donc, ça me fait une première intégrale ici, à calculer, que j'ai appelée I1. Celle-là, je l'ai appelée I2. Et celle-là, je l'ai appelée I3. Alors, la seule qui est facile à calculer, c'est I1. Si vous faites le calcul, c'est l'intégrale de moins pi à plus pi de x carré dx. Et ça fait 2 tiers de pi au cube. I2, le problème de I2, là, vous voyez que I1 est très facile à calculer parce que ne dépend pas de n. Alors, par contre, que ce soit I2 ou I3, il est beaucoup plus délicat à calculer. Et la seule façon d'avoir une valeur numérique, c'est de faire tendre n vers l'infini. Donc, si vous faites ce calcul-là, vous allez trouver par exemple que pour I2, vous allez trouver 2pi au cube sur 3. Vous allez trouver la même chose que I1. Et si vous faites pareil pour I3, pour n tend vers l'infini, vous allez trouver moins 4 pi cube sur 3. Alors, forcément, du coup, vous en déduisez que dn est égal, quand n tend vers l'infini, à 0. Donc, l'erreur est nulle quand n tend vers l'infini. Ça, on peut considérer que c'est quand même une très bonne approximation. Juste pour ceux qui sont intéressés, alors déjà, il n'y avait pas besoin de calculer tout ça en réalité, on aurait pu juste calculer I1 et I2. Et effectivement, la projection, l'erreur de projection, c'est simplement I1 au carré moins I2 au carré. Donc, on voit tout de suite que ça fait 0. Bon, s'il y en a qui veulent savoir comment on calcule, par exemple, I3, je vous donne le résultat que j'ai trouvé. En fait, I3, vous allez trouver, une fois que vous avez tout intégré, ça va être moins 8pi, facteur de la somme pour p égale 1 à l'infini. Alors, bien sûr, elle reste, celle-là, mais vous trouvez une somme qui est en 1 sur p carré. Et ça, vous savez ce que ça vaut parce que vous l'avez déjà calculé au premier semestre. Ça vaut pi carré sur 6. Et donc ici, vous allez bien trouver moins 4 tiers de pi cube. Donc ça, c'est juste un résultat intermédiaire s'il y en a qui veulent refaire le calcul. OK. Voilà, on a terminé donc cet exercice 7. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Il est assez similaire à ce qu'on a déjà fait dans les exercices précédents. OK, on passe à l'exercice 8. Donc, toujours sur la même famille de TD, on a donc une famille de fonctions. Et cette famille de fonctions, c'est la même que précédemment, à un petit détail près, c'est que celle-là, elle est infinie. Alors, tant qu'on est avec des familles finies, on n'a pas vraiment de problème de convergence. Par contre, si on prend des familles infinies, là, on ne va pas pouvoir approcher toutes les fonctions avec cette famille infinie parce qu'on risque d'avoir des problèmes de convergence. Donc, cette fonction, elle ressemble à l'autre. Cette base, elle ressemble à l'autre, c'est 1 cosinus x sinus x. Vous allez comme ça jusqu'à n, cosinus nx sinus nx, et puis vous continuez jusqu'à l'infini. La première question, on vous dit former une base hilbertienne de L2. Alors ça, il n'y a pas grand-chose à faire. De moins pi à plus pi. Quelle est la seule chose qu'on doit faire en fait pour faire cette base? Je vous écoute.
Allez, dans la classe complète, là, il y a peut-être quelqu'un qui a la réponse? On attend votre réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu peux parler plus fort? C'est quoi la question? Vous pouvez reposer la question, monsieur, s'il vous plaît? La question, c'est, j'ai une famille libre. Alors, je ne l'ai pas montré, mais vous le savez déjà parce que vous l'avez déjà utilisé, cette famille, elle est orthogonale. Qu'est-ce qui manque pour que ça soit une base hilbertienne? Complète. Elle, Il faut qu'elle ait un produit scalaire. le produit scalaire, en fait, on l'a, hein, c'est le même que d'habitude. Il faut qu'elle soit complète. Ouais, et alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle soit complète? Bah, il faut qu'elle soit normée, là. Elle n'est pas normée. D'accord? Donc, je dois normer cette base. Pour normer cette base, eh bien, il va falloir que je prenne chaque vecteur de la base. Alors, les vecteurs qui sont dans cette base-là, cette base, je vais les appeler phi i, en fait, tous ces vecteurs. Et je vais dire phi de L2, c'est ma base qui est associée à la norme L2. Donc, il va falloir que je prenne le premier vecteur de la base et que je divise par la norme au sens de L2 de ce vecteur. Donc ça, par exemple, ça va me donner 1 divisé par le produit scalaire de 1 par 1. Et donc, le produit scalaire de 1 par 1, c'est égal à… Pardon. C'est égal à 1 sur l'intégrale. On est sur quel domaine? De moins pi à pi, toujours. Voilà. De 1 dx. Donc ça va me faire 1 sur 2pi. Sauf que je me suis trompé parce que la norme, c'est la racine carrée de tout ça. Hein. Hop là. Donc ça fait 1 sur 2pi. Donc le premier élément de ma base, ce n'est pas 1, mais c'est 1 divisé par racine carrée de 2pi. Et là, elle est orthogonale et en plus, elle est normée. Ça va pour tout le monde? Bon, bah pareil. Calculez-moi du coup la norme au sens de L2 de cosinus. Alors, on va faire directement Px, hein, Nx, pardon, puisqu'on l'a appelé N cette fois-ci. C'est donc le produit scalaire de cosinus Nx par cosinus Nx. Donc, c'est l'intégrale de moins pi a plus pi de cosinus carré de Nx qu'on a déjà calculé tout à l'heure. Donc, ça fait combien, s'il vous plaît? Ça, c'est la norme au carré. Ça fait combien? On l'a calculé juste à l'instant. Hein. Pi. Oui, ça fait pi. Merci beaucoup. Et du coup, il y a… Ah non, c'est au carré, pardon. Oui, c'est au carré. Et on va faire pareil pour tant qu'à faire les Nx. Voilà. Et donc, ça, c'est le produit scalaire de sinus de Nx par sinus de Nx. Bon, bah, ça va faire tout pareil, sauf que là, vous allez avoir un sinus carré de Nx. Et on va trouver également pi. Donc, ça, c'est la norme au carré. Ce qui veut dire que ma famille, donc ma base hilbertienne, ça doit être égal, donc mes phi i au sens L2, hein, ça doit être égal à 1 sur racine de 2pi. Et ensuite, bah, ça va être cosinus de x sur racine de pi, sinus de x sur racine de pi, etc. Puisqu'à chaque fois, j'ai racine de pi, hein, quel que soit n variant de 1 à ce qu'on veut. OK. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Sur L2. La deuxième question, c'est qu'on vous demande la base hilbertienne. Alors, je ne sais pas si c'est la deuxième question d'ailleurs. Non, en fait, il y a 1A et puis ça, c'est 1B. Et on vous demande une base hilbertienne, mais cette fois-ci,
une base hilbertienne de fonction de l'espace, mais plus de L2, mais de H1. Alors, qu'est-ce que c'est que H1, s'il vous plaît? Je n'avais pas défini L2 parce que je supposais que ça, c'est quelque chose que vous maîtrisez très bien, hein. Je peux le mettre là, hein, si vous voulez. L2 sur un domaine oméga. Donc ici, notre domaine oméga, c'est l'intervalle moins pi à plus pi. En fait, c'est les fonctions f qui vont de oméga dans R, telles que la norme de f au carré. Donc on dit qu'elles sont de carré sommable au sens de L2 est inférieure à plus l'infini, c'est-à-dire que cette norme-là, elle converge. Alors, du coup, par opposition, qu'est-ce que ça va être H1 et comment je vais définir H1? Qu'est-ce que c'est que H1? C'est quoi C'est la cette norme au carré finie et la norme de la dérivée au carré finie aussi. Ouais, c'est ça. En fait, H1 de oméga, si on le redéfinit comme on a fait pour L, c'est l'ensemble des fonctions V, par exemple, qui sont éléments de L2. Donc, ces fonctions sont à carré sommable, mais en plus, la dérivée, alors ce n'est pas une dérivée tout à fait simple, hein, c'est une dérivée au sens des distributions, ce qu'on appelle une dérivée faible. C'est pour ça que dans votre polycope, vous aviez un petit rappel de ce que vous avez vu au premier semestre des dérivées au sens de distribution. Mais il faut que aussi cette dérivée soit élément de L carré oméga, c'est-à-dire qu'elle soit à carré sommable. Alors, vous pouvez avoir plusieurs variables. Hein, donc ça, c'est quel que soit I égale 1 à D, la dimension de l'espace. Voilà, ça définit en fait votre espace vectoriel H1. Et ben, du coup, cet espace vectoriel, en fait, il a une autre norme parce que tout simplement, il a un autre produit scalaire. Le produit scalaire est plus défini de la même façon. Alors, quel que soit f, g éléments de H1, donc ici, on va le définir entre moins pi et plus pi, par exemple, le produit scalaire de ces deux fonctions, f, g, ne va pas s'écrire simplement l'intégrale de moins pi à plus pi de f fois g dx, mais on va rajouter l'intégrale sur le domaine de moins pi à plus pi de f'g' dx. Voilà, donc ça change un peu tout parce que du coup, lorsque je vais vouloir calculer par exemple la norme de f au sens H1, eh bien, cette norme de f au carré, ça va être f par f, mais du coup, ça va être l'intégrale de moins pi à plus pi de f carré dx. Bah, ça, c'est comme la norme qu'on a vue juste au-dessus. Mais il se rajoute un terme, l'intégrale de moins pi à plus pi de f' carré dx. Et vous voyez qu'effectivement, si ma fonction n'était pas à carré de dérivée sommable, je ne pourrais pas calculer cette intégrale. Voilà. Donc, du coup, bah, ça ne change pas grand-chose par rapport à ce qu'on a trouvé tout à l'heure. La seule différence, c'est que maintenant, on va être obligé de calculer la norme de nos vecteurs de la base, mais au sens H1. Donc, par exemple, le premier vecteur, enfin, la première fonction, c'est 1. Alors, il se trouve que L, ça ne va rien changer du tout. Pourquoi? Bah, parce que la dérivée de cette fonction, c'est 0. Donc, si vous l'écrivez, ça ne sert pas à grand-chose, hein, mais on va l'écrire quand même une fois. C'est la racine carrée de l'intégrale de moins pi à plus pi de 1 dx, ça c'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein, où on avait trouvé racine de 2pi, plus l'intégrale de moins pi à plus pi de la dérivée de 1 par rapport à x. Ben, la dérivée de 1 par rapport à x, ça fait 0. Voilà. Et donc là, on va retrouver la même chose
que pour la norme L2. Par contre, quand on va calculer le cosinus de nx, et on va calculer sa norme au sens H1, je vais mettre au carré, comme ça nous évitera de mettre tout de suite les racines carrées. Là, par contre, on va trouver la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire l'intégrale de moins pi à plus pi de cosinus carré de nx dx, mais il faut rajouter plus n carré, l'intégrale de moins pi à plus pi. Alors, ce n carré vient d'où? Il vient des dérivés, en fait, qu'on a mis au carré, de sinus carré de nx dx. Je l'ai sorti puisqu'en fait, il ne sert pas dans l'intégrale. Donc, si vous développez tout le calcul, vous allez trouver à la fin, pardon, j'ai dit que je ne mettais pas la racine carrée, vous allez trouver à la fin pi facteur de 1 plus n carré. Vous faites le même raisonnement pour sinus de nx, norme h1 au carré, et vous allez trouver la même chose, pi facteur de 1 plus n carré. Du coup, ma base hilbertienne, donc les phi i, mais cette fois-ci, pas au sens L2, mais au sens H1, bien, ça ne va pas être les mêmes, sauf le premier élément, ça va être 1 sur racine de 2pi. Sauf que là, je vais avoir cosinus de x, par exemple, divisé par racine de 2pi. Alors ça, c'est normal pour l'instant que ce soit le même, parce que n égale 1, sinus de x sur racine carrée de 2pi. Et puis, à la fin, je vais avoir cosinus nx sur racine carrée de pi facteur de 1 plus n carré, sinus nx divisé par racine carrée de pi facteur de 1 plus n carré, etc. Voilà, donc là, j'ai deux bases hilbertiennes. OK, donc à partir de là, je ne peux pas forcément, avec cette base infinie, interpoler n'importe quel type de fonction. Parce que je vais avoir des problèmes de convergence, et donc je ne pourrais intégrer que des fonctions. Je pourrais, approcher des fonctions que sous une certaine condition. Donc c'est l'objet de la deuxième question. La deuxième question qui vous dit... Elle dit quoi? Pour une fonction f admettant la décomposition classique, donc a0 plus la somme pour 1 égale à l'infini des an cosinus nx plus bn sinus nx, dire quelles conditions sur les coefficients an et bn pour que f fasse effectivement partie de L carré ou fasse partie de H1. Donc là, on va réécrire f en fait. Donc f, c'est A0, c'est une fonction quelconque pour l'instant. On n'a pas mis de condition dessus. AN cosinus nx plus bn sinus nx. Donc cette fonction quelconque, pour que f soit l'élément de L2 sur moins pi, eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la norme de f au carré, soit au sens de L2, soit convergente. OK. Alors, comment est-ce qu'on va s'en sortir? On va s'en sortir avec l'égalité de Planck-Chérel. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette inégalité? Elle nous dit que la norme de f au carré au sens L2, c'est la somme pour i égale 0 à l'infini du module du produit scalaire de f par les fi. Donc ici, les fi, ce sont les éléments de ma base au carré. Donc, petite attention ici, c'est-à-dire que ce que j'appelle les fi, c'est des éléments de la base fi au sens L2 que j'ai calculé juste avant dans la question précédente. C'est les éléments de la base de Hilbert. Au sens L2. OK. Donc, du coup, j'ai plus qu'à calculer finalement
le terme de droite pour avoir le terme de gauche et voir si ce terme de gauche est quelque chose qui converge ou pas. Donc, pour ça, eh bien, on va faire les calculs de tous ces termes-là. Donc, le premier terme qu'on va calculer, c'est f par phi 0. Donc, f par phi 0, c'est quoi? Phi 0, c'est 1. 1 sur racine de 2pi. C'est le même, hein, celui-là, pour les deux normes. Hein, donc, c'est 1 sur racine de 2pi. Et qu'est-ce qui va se passer? Si vous regardez bien en fait, comment est construite ma fonction f, tous les éléments de la base sont normés, certes, mais ils ont une autre particularité, puisque c'est une base, ils sont tous orthogonaux 2 à 2. Ce qui veut dire que si je vais faire f projeté sur phi 0, il va me rester que le terme en A0. Donc, il va me rester finalement que l'intégrale de moins pi à plus pi de 1 sur 2 sur racine carrée de 2pi, donc ça c'est mon phi 0, fois il va me rester qu'un seul terme qui va être non nul ici, ça va être A0. Puisque ça, je vous rappelle qu'en fait, là, j'ai un élément de ma base qui est 1 ici. C'est mon phi 0. Donc, il va me rester que ça, en fait, lorsque je vais calculer ma fonction. Donc, si j'écris tout ça, je vais trouver que ça fait 2pi sur racine de 2pi fois A0. Et donc, ça, c'est égal à racine de 2pi fois A0. OK. Il y a un moment donné, il va falloir que je prenne le module au carré de cette chose-là. Donc, si je prends son module, la valeur absolue, et que je la mets au carré, eh bien, je vais trouver 2pi à 0 carré. Lorsque je vais faire pareil avec les éléments de la base de Hilbert qui sont en cosinus, donc je vais les appeler les phi n cosinus. Donc, c'est les éléments qui sont là, en fait, hein, ici. Je vais calculer également le produit scalaire et tous les produits scalaires qui vont se faire avec les autres termes de A, de F, que ce soit A0 ou que ce soit les Bn sinus n phi, eh bien, vont être nuls, puisqu'en fait, les éléments de ma base sont orthogonaux entre eux. Donc, il ne va me rester que le terme en cosinus. Et là, ça va me faire l'intégrale de moins pi à plus pi, de 1 sur racine de pi, du coup, cosinus carré de nx, fois A de n dx. Et ça, tout calcul fait, ça va me faire racine carrée de pi fois AN. Donc, la norme de f avec le phi n cos au carré, ça va être égal à pi fois AN carré. Vous faites le même raisonnement avec les n sinus et vous allez obtenir directement donc racine carrée de pi bn, donc ma norme au carré avec les phi n en sinus au carré, ça va être égal à pi carré, pi bn carré. Voilà. Donc, maintenant, si je somme tout ça, donc il va y avoir mon premier terme plus la somme pour n égale 1 de tout ce que je viens de trouver ici. Donc ça va me donner in fine. Est-ce que j'ai tout là? Ouais, c'est tout bon. Ça va me donner in fine que ma norme au carré selon L2 de f va être égale, donc le premier terme, ça va être 2pi à 0 carré, plus la somme pour n égale 1 à l'infini de pi à n carré plus bn carré. Donc maintenant, quand est-ce que je vais pouvoir effectivement approcher ma fonction? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que f en fait soit une fonction de L2, eh bien, je vais pouvoir l'approcher à condition que ce terme-là, il est constant. Donc, celui-là, il va pas. Ça, c'est constant, hein, c'est une constante, il ne va pas bouger. Par contre, celui-là, il va dépendre de N. Donc, ça doit converger. Si cela ne converge pas, eh bien, à ce moment-là, ma fonction f ne faisant pas partie de L2, je ne pourrai pas l'approcher.
Donc, ce terme-là doit converger pour pouvoir approcher ma fonction correctement. Si cette série n'est pas convergente, ça ne marchera pas. Donc là, on l'a fait pour la norme L2. Et bien sûr, en petit b, il faut faire la même chose. Même chose pour la norme en H1. Donc là, on va faire exactement le même raisonnement, mais cette fois-ci, on va prendre la famille phi des phi I qui sont en H1 et on va calculer le produit scalaire au sens de H1. Donc, même topo, on va projeter sur phi 0. Bon, là, ça va nous donner en fait le même résultat comme la dernière fois. Hein. Ça fait l'intégrale de moins pi à plus pi de 1 sur racine de 2 pi à 0 plus l'intégrale de moins pi à plus pi de la dérivée de 0 fois a 0. Et donc ça fait racine de 2 pi fois a 0. On élèvera au carré tout à l'heure. Si vous faites f par rapport à phi n, les phi n en cosinus, en fait, vous allez trouver l'intégrale de moins pi à plus pi de 1 sur racine carrée de pi 1 plus n carré, cosinus carré de nx fois an dx. Et il faut rajouter la partie dérivée, moins pi a plus pi de n carré à n sur racine carrée de 1 plus n carré. Je crois que je me suis trompé là. Oui, je me suis trompé, excusez-moi. Hop, hop, hop. Le pi, il n'est pas là. Et voilà, ça c'est un moins pi, donc c'est pi facteur de 1 plus n carré, c'est la même chose que de l'autre côté. Facteur de sinus au carré de nx, dx. Et donc ça va vous donner pi facteur de 1 plus n carré divisé par racine carrée de pi 1 plus n carré. Et ça vous donne la fois an, pardon. Ça vous donne la racine carrée de pi facteur de 1 plus n carré à n. On fait exactement la même chose, mais je ne le détaille pas, avec les phi n correspondant au sinus. Et on va trouver racine carrée de pi facteur de 1 plus n carré bn. Donc, cette fois-ci, la norme de f au carré, mais au sens de h1, ne va pas être égale à la même chose. Elle va être égale à 2 pi a0 carré, bon, ça c'est la même chose, plus la somme pour n égale 1 à plus l'infini, de pi facteur de 1 plus n carré, facteur de an carré plus bn carré. Si on veut que ça fonctionne, il faut que ça doit être convergent. Alors, vous remarquerez que c'est beaucoup plus difficile d'être convergent cette fois-ci, parce que devant notre même terme, c'est-à-dire pi an carré plus bn carré, on a un autre terme qui est là, qui est celui-ci, là, qui lui va dépendre de n, et n peut tendre vers l'infini. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que la somme des an carré fois bn carré, elle tende vers 0 pour qu'on arrive effectivement, et encore sous certaines conditions, parce que ce n'est pas toujours le cas, ça ne sera pas toujours suffisant, je veux dire, sinon on ne va pas en fait converger. Donc ici, on est beaucoup plus strict quant au type de fonction qu'on va pouvoir approximer. Voilà, on a terminé cette partie-là sur les approximations sur différents types de bases, des bases hilbertiennes donc, avec un nombre de vecteurs fini ou des bases hilbertiennes avec un nombre de vecteurs infini. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à la suite? Dites-moi.
Aucune question. C'est que tout va bien. Peut-être. OK. Eh bien, on va passer à la suite. On va commencer maintenant à rentrer dans le vif du sujet d'un point de vue élément fini. Alors, dans le groupe que j'ai eu juste avant, quand même, ils m'ont posé la question, mais quel rapport entre ce qu'on vient de faire là jusqu'à présent, pendant 3 TD, quel rapport avec les éléments finis? Bien, le rapport, en fait, est relativement simple. C'est que la méthode des éléments finis est basée, en fait, sur les approximations des fonctions. Et on va utiliser ces approximations pour trouver des valeurs numériques des fonctions qu'on cherche qui vont résoudre certaines équations différentielles. Et il se trouve que la plupart des fonctions qu'on va utiliser eh bien, doivent faire partie de l'espace de Hilbert, donc H1. Et donc, du coup, on est obligé de vous apprendre ce que c'est que cet espace un peu particulier, avec sa norme un petit peu particulière, parce que l'ensemble des fonctions sur lesquelles on va travailler, par exemple en mécanique ou en électromagnétisme, eh bien, l'ensemble de ces fonctions font partie des espaces H1. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on introduit ces fonctions juste avant la partie élément-phonie proprement dite. Donc, la feuille de TD, eh bien, elle va parler de ce qu'on appelle des formes faibles de problèmes aux limites. Alors, ce terme de problème aux limites regroupe en réalité ce qu'on appelle un problème aux limites, c'est une résolution d'équations différentielles. Avec ce qu'on appelle des conditions limites. Donc ici, vous avez un problème qu'on vous donne dans une formulation dite forte. Donc, on n'est pas dans la formulation faible. La formulation forte, en fait, c'est uniquement l'équation différentielle que vous devez résoudre, plus les conditions limites sur les solutions que vous cherchez. Donc ici, la formulation forte de notre problème. Alors, c'est dans l'exercice 1, en fait, de la feuille de TD numéro 3. Eh bien, la formulation forte, elle vous est donnée dans l'énoncé, c'est on prend la dérivée d'une fonction u seconde, donc la dérivée seconde d'une fonction u, pardon, plus c, alors on a c, on le dira après, qui est un paramètre strictement positif, fois u' de x, et le tout doit être égal à 0. Et on est sur un domaine borné de x qui va varier de 0 à 1. On a des conditions limites. Ces conditions limites, elles sont de type Dirichlet, la première. Ça, c'est une condition de type Dirichlet. Et la deuxième, c'est une condition de type mixte, c'est-à-dire qu'on va avoir une relation entre la dérivée de u en un point, donc ici sur l'autre extrémité, et la valeur de u en ce même point, qui va être égale à 1. Et ça, c'est ce qu'on appelle une condition de Fourier-Robin. C'est une condition mixte, en fait. Voilà, notre formulation forte, c'est tout ça. Et la première chose qu'on vous demande ici, c'est de mettre ce problème sous forme faible. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer, puisque vous avez lu votre cours, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer qu'est-ce que ça va signifier mettre ce problème sous forme faible, en fait? Qu'est-ce que vous en avez compris? À quoi ça sert? Et d'où vient le mot faible, en fait? Est-ce que Pierre, tu es là, Pierre Morna? Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu l'as compris, cette chose-là? Justement, j'ai pas bien compris cette partie.
Mais c'est-à-dire que tu as lu ton cours et ensuite tu as été aux amphis pour poser des questions et on t'a pas répondu. Bah, j'ai pas posé la question à l'amphi, non. C'est dommage parce que c'est vraiment, si vraiment tu avais mal compris, il faut pas hésiter à la poser. Et dans le polycope, tu as trouvé nulle part une explication sur pourquoi ça s'appelle une forme faible, non? Non. Non, justement, je voulais. Non, j'ai pas bien compris, non. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait compris un petit peu quelque chose? Lancez-vous, allez, c'est le moment de parler un peu là. Moi, j'ai pas trop compris non plus, donc je peux pas trop l'aider. Et tu as été dans l'amphi pour poser, enfin, pas dans l'amphi, tu sais, dans les office hours pour poser des questions? Bah oui, mais le moment, enfin, moi j'utilise les office hours pour faire mon cours et je mets un peu plus de temps, je pense, donc je pose les questions à l'office hour suivant, en fait. D'accord, ok, ça marche. Bon, pour résumer, vous vous souvenez, il y a quelque chose qu'on vous a montré, on vous a dit, voilà, on a égalité de fonctions quand on écrit f égale g. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une forme forte d'égalité. Et puis, on a une forme faible d'égalité, c'est quand on écrit que l'intégrale sur le domaine de f moins g est égale à 0. Ça pourrait s'assimiler à une égalité forte, parce qu'en tout point, on doit avoir f égale g, tandis que là, on a l'intégrale sur le domaine de f moins g égale 0. Et ça serait une forme faible. Donc, je pense que ça, on a dû vous le montrer à la fois en TD ou dans les office hours. Par exemple, le résultat, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon intégrale vaut 0. Ça veut dire que, par exemple, imaginons que j'ai une fonction qui est constante. Voilà, ça c'est g. Et puis, j'ai une autre fonction que je vais dessiner en rouge, qui est f, qui fait ça. Sur le même domaine. OK? Donc là, j'ai mon domaine ici. Ça, c'est tout mon domaine oméga. Donc, vous voyez que si je fais la différence entre les deux fonctions, je ne vais pas trouver 0. Donc, ça, c'est faux, en fait. Ce truc-là, là, ce que je viens de dessiner, on n'a pas f égale à g. On a f qui est différent de g. On voit très bien qu'en certains points, on n'a pas la même valeur. Maintenant, si je calcule l'intégrale sur mon domaine de la différence entre f et g, bien là, je vais bien trouver 0. Vous voyez bien que l'aire sous-tendue par la différence, eh bien, c'est une aire nulle, donc je vais bien trouver 0. Voilà une égalité au sens faible du terme. Est-ce que ça vous convient comme… C'est une explication avec les mains, hein, c'est pas, mais je ne sais pas si vous comprenez mieux ce qu'on appelle par, enfin, ce qu'on entend par affaiblir une solution. Alors, déjà, la première chose qui va se passer quand on va l'affaiblir, on va intégrer sur le domaine notre formulation forte. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on va l'affaiblir doublement parce qu'on va chercher par intégration par partie, on va chercher en fait à avoir des dérivés de notre fonction qu'on recherche, c'est-à-dire la fonction inconnue qui est ici u. On va essayer d'avoir des dérivés d'ordre le plus petit possible. On va essayer d'éviter d'avoir des dérivées secondes, par exemple, et d'avoir que des dérivées premières. Et ça, c'est encore une sorte d'affaiblissement qui va nous permettre effectivement d'arriver jusqu'à la formulation faible. OK. Allez, eh ben, on y va. Et donc, j'ai oublié de mettre ici que C est strictement positif. Pour pouvoir faire ça, on va définir différents espaces. Pardon. Alors, le premier espace qu'on va devoir définir, voilà. Ce premier espace, c'est ce que j'appelle K, l'espace des solutions. Donc, comment est défini K? C'est l'ensemble des fonctions U qui vont être solutions de mon problème. Il va falloir que ces fonctions U soient éléments de H1 sur mon domaine, H1, 0. Mais il va falloir également
qui respecte les conditions limites. Par exemple, ici, entre autres, j'ai U de 0 qui doit être égal à 2. Donc, c'est l'espace des solutions de mon problème. Alors, par contre, ce truc-là n'est pas un espace vectoriel. Alors, pourquoi ce n'est pas un espace vectoriel? Parce qu'ici, on a ce qu'on appelle une condition de Dirichlet non homogène. Alors, ça se voit, hein, parce que si j'avais par exemple U1 qui appartenait donc à cet espace de solution, eh bien j'aurais U1 de 0 qui est égal à 2. Et si j'ai une autre fonction qui appartient aussi à cet espace et que je calcule U2 de 0, je vais trouver que c'est aussi égal à 2. Mais maintenant, si j'ai V qui est une solution U1 plus U2, si c'était un espace vectoriel dans lequel se trouvaient mon U1 et mon U2, eh bien, à ce moment-là, je devrais avoir V de 0 égale à 2. Or, V de 0, c'est U1 de 0 plus U2 de 0, ça fait 4. 4 ne peut pas être égal à 2, donc ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire que K n'est pas un espace vectoriel. C'est juste un espace de solution. OK, ensuite, je vais avoir besoin d'un autre espace. C'est l'espace en fait qui s'appelle V0. V0, c'est l'ensemble des fonctions V qui sont éléments de H1 au domaine 0, 1, tels que V de 0 égale à 0. Donc là, pourquoi? Eh bien, c'est parce que en fait, je veux en fait des fonctions qui, sur mon bord, sont systématiquement nulles. Et cet espace-là, c'est l'espace des fonctions test. V. Alors, ça s'appelle des fonctions test ou ça s'appelle des fonctions virtuelles. Vous avez déjà vu ce type de fonctions, vous les avez vues au premier semestre en mécanique générale, quand on vous a fait le principe des puissances virtuelles. Eh bien, alors on les a appelées avec des petites étoiles, hein, ces fonctions test. Eh bien, ce qui fait que votre fonction test, en fait, elle est donc dans H1, dans V0, pardon, c'est-à-dire telle que V de 0 égale 0, par exemple. Eh bien, on a appelé ça en mécanique générale des fonctions qui étaient compatibles avec les liaisons. Donc, c'est exactement la même signification ici pour cette fonction test-là. Voilà. Donc, maintenant, ce problème qu'on avait juste au-dessus, donc ça, c'était notre problème 1, là, qu'on avait là, eh bien, en formulation faible, 1 va devenir quelque chose comme ça. On va l'intégrer sur le domaine. Donc, on reprend complètement. Alors, je vais enlever les x parce que ça fait un peu trop long à écrire. U seconde fois v plus cu prime, voilà, dx est égal à 0. Donc, on va, excusez-moi, je vais un peu vite. On va intégrer sur le domaine et on va en plus multiplier par une fonction test, dx, et on va tout égaler à 0. Et donc ça, on va faire ça, quel que soit V, élément de V0. Donc du coup, on va chercher le U qui minimise, enfin qui calcule cette intégrale, quel que soit V, élément de V0. Cette expression-là, donc si je la détaille complètement, je vais la développer. On y va. Ça me fait moins l'intégrale de 0 à 1 de U seconde V plus l'intégrale de 0 à 1. Alors, je peux sortir le C parce que c'est une constante C U prime V dx, j'ai oublié le dx ici, voilà, est égal à 0. Ça, c'est mon équation 2 maintenant, et je vais regarder sans arrêt donc, ce que je peux en faire. Donc déjà, la première chose que je vais faire une intégration par partie de ce terme-là. On va faire une intégration par partie. Et donc, ce terme-là, l'intégrale de 0
à 1 de u seconde v dx, c'est égal à moins l'intégrale de 0 à 1 de u' v' plus une primitive qui vaut u' v comprise entre 0 et 1. Donc, du coup, une fois que j'ai fait ça, mon équation 2 va devenir l'intégrale de 0 à 1 de u' v' dx, plus ma constante c, donc je reprends mon expression 2, hein, l'intégrale de 0 à 1 de u' v, ok, dx, moins u' de 1 fois v de 1 est égal à 0. À partir de ce moment-là, je vais faire en sorte d'avoir d'un côté que des termes qui sont en u et v, ou u' et v', et de l'autre côté, d'avoir des termes uniquement en v, de mon inégalité. Donc, je vais continuer cette chose-là. Ouais, tout ça, c'est bon. OK. Et donc, ça va me donner, si je fais ce que je viens de vous dire, je vais avoir exactement la même expression ici. Moi, je vais la remettre entre 0 et 1. Donc, u' v' plus c u' v dx. Voilà. Et on va mettre tout de l'autre côté. Et donc, de l'autre côté, on a u' de 1 et v de 1. Bon, je ne suis pas encore arrivé à mes fins parce qu'il me reste encore du u à droite de mon équation. Mais je vais utiliser la condition de Fourier-Robin. J'ai u' de 1 ici qui est égal à 1 moins u de 1. Donc, ça veut dire que mon terme ici, u' de 1, v de 1, eh bien, il va être égal à v de 1 facteur de 1 moins u de 1. Du coup, mon équation 2, toujours la même, je la réécris. Je vais faire le feignant. Hop, je prends ça. Je le copie. Et je le colle ici. Hop là. Donc, ce terme-là, finalement, va être égal à... du coup, il va me rester... Non, excusez-moi, je ne peux pas mettre l'égal tout de suite parce que justement, le but, c'était de tout mettre, ce qui était en U et V d'un côté. Il me reste U1, V1 ici. Et tout ça, c'est égal à V de 1. Voilà. Donc là, si on regarde bien, j'ai réussi à mettre tout à droite de mon égalité que des choses qui sont dépendantes de V. À gauche, j'ai des choses qui sont dépendantes de U et de V, et de les dérivées respectives. Et qu'est-ce que j'ai encore d'autre? C'est à peu près tout. Ah non, j'ai aussi fait quelque chose de pas mal grâce à l'intégration par partie. Si vous regardez bien, j'ai viré le calcul de ma dérivée seconde. Donc, je n'ai plus que la dérivée première de U qui intervient dans mon calcul. Donc là, je ne suis pas très loin d'avoir réussi à obtenir ma forme faible. Pour pouvoir l'écrire, je vais définir L de V comme étant V de 1. Et je vais dire que ma forme bilinéaire A de UV est égale à l'intégrale de 0 à 1 de U' V' plus C U' V dx plus U de 1 fois V de 1. Du coup, une fois que j'ai fait ça, eh bien, notre équation 2, elle va devenir A de UV doit être égal à L de V, et ce, quel que soit V élément de V0. Du coup, la forme faible, c'est trouver U éléments de K, l'espace des solutions, qui
quelle que soit la fonction test V élément de V0, eh bien, elle vérifie A de UV égale L de V. Voilà ce qu'est la forme faible de mon problème. Alors, c'est quelque chose qui est très important à comprendre à partir de là, c'est que soit je peux résoudre, quelquefois on ne peut pas, hein, mais il se trouve qu'ici c'est possible, hein. Je peux résoudre directement l'équation 1, ici, avec ses conditions limites, et je vais trouver une expression de U. Mais je peux également, pour trouver U, utiliser la forme faible. Alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre, mais c'est parce qu'en réalité, je vais trouver un U approché. Et je vais utiliser la forme faible pour trouver les coefficients, par exemple, de ce U approché. Imaginons que le U, je veux l'approcher par un polynôme de degré 3. Je fais en sorte que mon polynôme de degré 3 respecte le fait d'être dans l'espace des solutions. Donc, il faut qu'il vérifie les conditions limites, hein. C'est simplement ça que ça veut dire. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais pouvoir chercher effectivement le A de UV qui est égal à LV, quel que soit le V qui est là. Et à ce moment-là, je pourrais trouver les coefficients de mon polynôme de degré 3 qui approcheront au mieux la fonction solution de mon équation différentielle qui était donnée dans la forme faible. Voilà. Alors, ici, par contre, si vous regardez bien, on a un petit problème. On a A de UV qui n'est pas symétrique. C'est dans ce problème-là, hein. A de UV n'est pas symétrique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas pouvoir utiliser... j'aurais une autre possibilité si A de UV était symétrique. Je ne pourrais pas en fait minimiser J de U. Alors J de U, normalement, donc si vous voulez le trouver, vous faites le minimum. J de U, en fait, c'est 1 demi de A de U moins L de U. Eh bien, si vous cherchez le minimum de ça, à ce moment-là, vous pouvez trouver U, c'est la fonction qui minimise J de U, en fait. Mais il se trouve que là, je ne peux pas le faire parce que A n'est pas symétrique. Donc là, tout ça, malheureusement, je ne vais pas pouvoir le faire parce que A n'est pas symétrique. Donc, je ne peux que m'arrêter sur cette partie-là de la forme faible. OK. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? En réalité, vous avez beaucoup d'exemples dans votre cours qui vous montrent comment, alors avec plein de problèmes sous forme forte, hein, on vous demande à chaque fois donc, de trouver la forme faible correspondante. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Ou tout est correct pour vous? Tout semble correct. Donc, on va passer à la deuxième question qui se nomme l'ellipticité du problème. Alors, l'ellipticité, en fait, c'est la même chose. On appelle ça aussi la coercivité. C'est totalement équivalent à la coercivité du problème. Alors, l'ellipticité, en fait, elle se cherche sur l'espace V0. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien, sur V0, elle se cherche sur V0. En fait, elle ne se cherche pas sur K. Elle ne se cherche pas dans l'espace des solutions. Donc ça, vous avez ça, l'explication dans votre cours. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut montrer, pour savoir si votre problème est elliptique ou pas, il faut montrer qu'il existe un réel alpha tel que, alors en plus c'est un réel alpha, d'abord tel que alpha soit strictement positif et tel que A de UU est toujours supérieur à alpha facteur de la norme
au carré selon H1 sur votre domaine de U, quel que soit U, élément de V0. Alors, là, ici, il faut montrer ça, et on va partir directement de la définition de A. Donc ici, on va repartir de la définition de A de UU. Donc si je reprends ce qui est écrit juste au-dessus, c'est l'intégrale de 0 à 1 de U' par U', donc U' au carré, plus C U', U. Donc tout ça, dx, c'est mon intégrale, plus U carré de 1. Je vais pouvoir intégrer directement U' de U, parce que effectivement, l'intégrale de 0 à 1 de C U' de U dx, c'est la même chose que C sur 2 facteur de U carré. Ça, c'est la primitive que vous prenez entre 0 et 1. Donc ça fait C sur 2 facteur de U carré de 1 moins U carré de 0. Mais comme U fait partie de V0, ça c'est égal à 0, car U est élément de V0. OK. Donc là, j'ai directement ce terme-là qui est égal à C sur 2 U carré de 1. Du coup, je peux continuer à développer. Ça veut dire que A de UU va être égal à l'intégrale de 0 à 1 de U' carré dx plus 1 demi de C U carré de 1, et il me reste l'autre U carré de 1, donc plus U carré de 1. Donc, A de UU, si vous reconnaissez bien le premier terme qui est là, c'est la définition de la norme au sens de L2, mais de U'. Voilà, plus U carré de 1 facteur de 1 plus C sur 2. Voilà ce que vaut A de UU. Et maintenant, il faut que j'arrive à montrer que ce terme-là est toujours en dessous d'une limite finie pour finalement montrer la coercivité de mon problème. Alors, pour pouvoir faire ça, je vais utiliser l'inégalité de Poincaré. Donc, l'inégalité de Poincaré, elle dit quoi? Elle dit qu'il existe des strictement positifs tels que la norme 1 sur D fois la norme au sens L carré de U carré, au sens de L carré, eh bien, non, excusez-moi, elle ne dit pas ça. Elle dit que cette norme, pardon, elle est toujours inférieure ou égale à D facteur de U carré de 1. Ça, c'est en 1D. Hein. C'est l'inégalité de Poincaré en 1D. Elle est toujours inférieure ou égale à D, donc ce fameux réel strictement positif, facteur de U carré de 1 plus la norme de U' carré au sens L2, et voilà, de U. De U', pardon. Donc, il va falloir triturer tout ça de façon à montrer que, effectivement, ce A de UU, je vous rappelle ce qu'on cherche, hein, il faut que le A de UU, on montre qu'il est toujours strictement supérieur à alpha fois la norme de U au carré au sens H1. Alors, je vous rappelle que la norme de U au carré au sens H1, elle fait intervenir donc la norme de la dérivée aussi. Hein. Donc, petit rappel, la norme U au carré au sens H1, c'est en fait la norme de U au carré selon L2 plus la norme de U' au carré suivant L2. Donc, vous voyez qu'actuellement, dans le A de UU que j'ai, je ne vois pas apparaître la norme de U au carré. Mais grâce à l'inégalité de Poincaré,
eh bien, je peux trouver une relation entre les deux. OK, donc on va utiliser cette chose-là. Donc, l'inégalité de Poincaré, je vais la réécrire sous la forme 1 sur D, donc je vais passer le D de l'autre côté. Norme de U au carré, L carré, c'est inférieur ou égal à U carré de 1 plus la norme de U' au carré au sens L2. Donc, je vais passer maintenant ce terme-là de l'autre côté. Je vais l'effacer comme ça, ce sera plus simple. Hop là, hop, toc, toc. Et là, je vais mettre un moins. Et voilà. Donc, voilà, j'ai ça. Ensuite, une fois que j'ai cette inégalité-là, je vais faire un tour de passe-passe mathématique assez sympathique. Je vais dire que la norme de U' au carré au sens L2, je vais la décomposer en 1/2 de elle-même, de U' au carré. Voilà, au sens de L2, plus 1/2 de la norme de U' au carré au sens de L2. D'où mon inégalité qui est juste au-dessus, elle va devenir, je vais l'appeler, celle-là, je vais l'appeler 3, d'où 3 qui va devenir norme de U' au carré au sens L2, supérieur ou égal à 1 sur 2D norme de U au carré L2, moins 1/2 de U carré de 1, plus le 1/2, l'autre 1/2 de U' carré au sens L2. Maintenant, je ne suis pas encore arrivé à mes peines complètement, parce que le problème que j'ai, c'est qu'il me manque encore le terme en 1 plus C sur 2. Donc, je vais le rajouter. Donc, je vais le rajouter de ce côté de l'égalité. Donc, ça va me faire U' carré au sens L2 plus U carré de 1, facteur de 1 plus C sur 2, va être supérieur ou égal. Je reprends exactement la même chose. Alors, je vais factoriser des termes. Donc, je vais factoriser le 1/2, par exemple. 1 sur D U au carré au sens L2 plus U' carré au sens L2. Ça, c'était pour mon 1/2. Et ensuite, j'ai un... forcément, il faut que j'enlève donc le moins 1/2 de U carré de 1 plus U carré de 1. Donc là, je suis en train de rajouter donc le terme qui me manquait, que j'ai rajouté de l'autre côté, plus U carré de 1, facteur de C sur 2. OK. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que ce terme-là, c'est A de UU. OK? Et ensuite, on constate quoi d'autre? Eh bien, on constate qu'il est supérieur à ce nombre-là et moins tout ça, jusque-là. Et ce nombre-là, c'est un nombre qui est strictement positif, puisque C est positif et je n'ai que des U carrés qui interviennent. Donc, le nombre que je retranche est strictement positif. Donc, à la fin, je peux en déduire que mon A de UU est supérieur ou égal à 1/2 et je prends le minimum entre quoi? Eh bien, tout simplement entre 1 sur D et 1. Donc, je prends le minimum entre 1 sur D et 1 et je le multiplie par la norme de U au carré suivant L2 plus
la norme de U' au carré suivant L2. Je prends en fait le plus petit nombre entre le 1 sur D qui est là et le 1 qui est là pour pouvoir le mettre en facteur et mon inégalité est toujours respectée. OK. Donc, une fois que j'ai fait ça, eh bien, vous reconnaissez ici la norme de U au carré au sens H1. Donc, je n'ai rien fait comme hypothèse sur U. Quel que soit U élément de V0, eh bien, j'ai A de UU qui va être supérieur ou égal à 1 demi du, alors le minimum entre ces deux nombres, je ne sais pas lequel ça va être, hein, entre 1 sur D et 1, fois la norme de U au carré selon la norme H1. Si ce nombre qui est là, vous l'appelez alpha, je vous rappelle que D est un nombre positif hein, dans l'inégalité de points carrés, eh bien ça vous donne que A de UU est supérieur ou égal à alpha fois la norme de U au carré au sens H1. Conclusion. Conclusion, eh bien, mon problème est elliptique. Alors, c'est important parce que ça veut dire que grâce au théorème de Lax-Milgram, ça veut dire que ce problème donc, qui est elliptique va avoir une solution et cette solution sera unique. Donc, c'est quelque chose qui est très important. OK. Je vous fais très rapidement en 5 minutes et puis on s'arrête ensuite derrière. On va juste résoudre donc, la question numéro 3. Donc, la question numéro 3, on vous demande de résoudre la forme forte. Donc, vous allez, on va poser le problème en forme forte, donc moins U seconde plus CU prime est égal à 0. Donc ça, si vous pouvez le mettre aussi sous la forme C égale U seconde sur U prime. Si vous posez, si on fait un petit changement de variable, on pose par exemple V égale U prime, en fait, vous avez C qui est égal à V prime sur V. Donc ça va vous donner V qui va être égal à une constante K1 fois exponentielle de Cx. Donc ça, c'est égal à U' de x. Vous intégrez encore une fois et vous allez trouver que U de x, c'est égal à 1 sur C, la constante K1 fois exponentielle de Cx plus K2. Voilà. Donc là, j'ai résolu mon problème. Pour pouvoir le déterminer complètement, il faut que je détermine K1 et K2. Eh bien, on va utiliser les conditions aux limites. Donc, on a U de 0 est égal à 2. Donc, ça va vous entraîner que K2 doit être égal à 2 moins 1 sur CK1. Vous avez la deuxième condition limite, la condition mixte, donc U' de 1 plus U de 1 est égal à 1. Donc ça va vous entraîner que, alors, K1 exponentielle de C plus K1 sur C exponentielle de C plus K1 plus K2 pardon, est égal à 0. Non, est égal à 1, pardon. Vous allez en fait combiner, donc on va appeler ça A et on va appeler ça B. On va combiner A et B. Donc ces deux conditions limites là. Et si vous faites ça, vous allez trouver K1 facteur de exponentielle de C, facteur de 1 plus 1 sur C moins 1 sur C est égal à moins 1.
Et donc, si on veut que K2, que K1 pardon, existe, ben, il faut que exponentielle de C facteur de 1 plus 1 sur C moins 1 sur C soit différent de 0. Ce que vous pouvez écrire aussi sous la forme exponentielle de C facteur de C plus 1 moins 1 doit être différent de 0. Sinon, ça ne marche pas. Voilà, donc en fait, on peut guère aller plus loin, puisque ici, on a une forme en fait pour trouver K1. Donc K1, c'est 1 moins ce bazar-là. Je ne l'ai pas mis, hein, mais c'est moins 1 sur tout ça. Voilà, donc on l'a trouvé. Et on a aussi trouvé K2, puisque en fait, K2 se calcule ensuite une fois qu'on connaît K1. Donc on a résolu en fait notre problème donc, en formulation forte. Et en plus de ça, on a trouvé une condition que doit respecter en fait C, puisqu'il faut que exponentielle de C, facteur de C plus 1, le tout moins 1, soit différent de 0. Voilà. Et donc, il restera à finir avec M. Yves Renard la question numéro 4 à faire. Et qu'est-ce qu'il y a encore comme question? Bah, c'est la dernière question. Voilà, donc on n'aura pas réussi à aller jusqu'au bout ensemble. Je suis désolé, je n'avais pas compris que vous étiez tous déjà presque là, donc j'ai commencé un peu en retard. Voilà, est-ce que vous avez des questions?